Jay Silverheels est entré dans l'histoire en devenant le premier acteur amérindien à incarner un personnage autochtone à la télévision. Pour des millions de personnes, il était Tonto, le fidèle compagnon du ranger solitaire, l'homme qui apportait une dignité et une force tranquille à un rôle qui a défini une époque. Mais derrière ce visage calme et ce sourire tranquille, quelque chose de plus sombre se cachait. En 1957, interrogé sur son rôle le plus célèbre, Silverheels n'a prononcé que 3 mots: « Tonto est-ce stupide ». Ces mots n'étaient pas de l'amertume, c'était la vérité. Car dans les coulisses, l'homme qui a contribué à façonner l'âge d'or de la télévision vivait une histoire d'exploitation, d'irrespect et de survie. Il était payé la moitié de ce que gagnait son partenaire blanc. Un jour, un réalisateur a tenté de l'attaquer physiquement sur le plateau. Et le nom même de Tonto, qui signifie fou en espagnol, est devenu une blessure dont il n'a jamais pu se débarrasser. C'est l'histoire d'un homme qui a souri à l'Amérique tout en portant discrètement le poids de ses préjugés. Jay Silverheels est né Harold J. Smith le 26 mai 1912 dans la réserve des Six Nations de la Rivière, grand près de Hagersville en Ontario. Il est issu d'une famille Mohawk nombreuse, au moins 10 enfants entassés dans une petite maison surpeuplée. Son père, Alexander George Edwin Smith, était un héros de guerre Cayuga qui avait combattu avec courage à la Somme et à Ypres pendant la Première Guerre mondiale. Il avait reçu la croix militaire pour sa bravoure, mais cet honneur lui avait coûté très cher. Les explosions l'ont rendu presque sourd, les cauchemars n'ont jamais cessé. Il est rentré chez lui dans une ferme qu'il pouvait à peine travailler survivant avec une pension du gouvernement de seulement 49 $ par mois. Ses médailles ne remplissaient pas le garde-manger. Son service ne payait pas les factures. Harold voyait son père souffrir tous les jours luttant contre les maux de tête et l'écho des coups de feu dans ses oreilles. Sa mère Mabel, en partie Mohawk et en partie Seneca, est devenue le point d'ancrage de la famille. Elle a tenu la maison avec le peu qu'elle avait. Médecine traditionnelle, herbes et volonté. Lorsque les médecins refusaient de les voir en raison de leur identité, elle soignait elle-même ses enfants. La famille Smith vivait de ce qu'elle pouvait cultiver, échanger ou trouver. La pauvreté n'était pas seulement une condition, c'était l'air qu'il respirait. Dès le début, Harold a couru vers la moindre occasion d'y échapper. À 5 ans, il courait déjà autour des terrains de crosse locaux sur la réserve rapide et déterminée. À 19 ans, il jouait professionnellement à la crosse pour les Tecumseh de Toronto sous le nom de Harry Smith. Il n'y est pas allé seul. Ses cousins et ses frères, surnommés Porky Beef et Chubby, le rejoignent et forment une équipe d'athlètes rapides et féroces qui jouent à Buffalo, Rochester, Atlantic City et au-delà. Ils passent les années 1930 à courir après les matchs, à éviter la faim et à se forger une réputation. C'est au cours de l'un de ces matchs qu'Harold a gagné le nom qui allait le définir. Il a dépassé un défenseur en sprintant si vite qu'on aurait dit que ses pieds brillaient en argent au soleil. Quelqu'un s'est écrié « Regardez ces talons argentés ». Le nom est resté, et bientôt les supporters l'ont scandé. Silverheels, cela ressemblait à une légende. Cela ressemblait à une évasion. Au début de la vingtaine, Harold marque plus de 4 buts par match. Les journaux parlent de lui. Les foules venaient juste pour le voir bouger. Les entraîneurs désignaient 2 hommes pour le surveiller, et pourtant ils se faufilaient entre eux. Mais la célébrité n'est pas synonyme de liberté. Dans le même temps, les pensionnats canadiens détruisaient les langues et les identités autochtones. Dans les Six Nations, les enfants qui parlaient Mohawk étaient battus lavés au savon ou attachés avec des ceintures de cuir. La propre sœur de Harold a été emmenée dans l'un de ces pensionnats. À son retour, elle ne pouvait plus parler sa langue. Les familles étaient déchirées, les traditions proscrites, et le gouvernement appelait cela la civilisation. Les fonctionnaires les ont qualifiés de paresseux, d'incapables, d'inférieurs. Ce message flottait dans l'air partout, dans les salles de classe, sur les lieux de travail, dans la façon dont les gens les dévisageaient en ville. Puis vint la Grande Dépression. Le travail disparaît.
La famille d'Harold, déjà en difficulté, s'enfonce encore plus dans la misère. Ils déménagent à Buffalo à la recherche de quelque chose, n'importe quoi. Harold travaille dans des fermes dans le bâtiment, tout ce qui se présente. Son père, un héros de guerre décoré, pouvait à peine se tenir debout sans souffrir. Sa mère a vendu ou troqué les quelques objets de famille qu'il possédait juste pour garder de la nourriture sur la table. Les rations qui arrivaient du gouvernement étaient souvent avariées. L'orgueil ne nourrissait pas les enfants. La faim ne se soucie pas des médailles ou des traditions. Harold a vu la force de ses parents s'épuiser, et quelque chose en lui s'est endurci. La pauvreté n'est pas qu'une question d'estomac vide. Elle fait que les gens se sentent invisibles, oubliés. Il s'est juré de ne pas laisser cette histoire devenir la sienne. Il se lance dans le sport. Sa vitesse et sa discipline lui ouvrent des portes que peu d'autochtones peuvent franchir. En 1932, il gagne 75 $ par match, une petite fortune en cette période de dépression. Les foules viennent voir sa vitesse et sa force. Lors d'un match brutal à Montréal, une faute se transforme en bagarre et les points d'Harold volent. Il est suspendu, mais à son retour, les ventes de billets ont triplé. La controverse fait vendre et Harold Silverheels devient un nom qui attire les foules. Puis il est monté sur le ring de boxe. Il s'entraîne en tant que poids moyen et participe au tournoi des Golden Gloves au Madison Square Garden, le summum de la boxe amateur. Il se bat jusqu'en demi-finale avant qu'un coup violent ne lui brise la mâchoire en 2 endroits. Cette blessure met fin à ses rêves de boxe et l'oblige à suivre un régime liquide. Il a perdu près de 25 kilos, mais il n'a pas cessé de se battre. La douleur n'avait jamais suffi à l'arrêter auparavant. En 1937, Harold fait une tournée à Los Angeles avec son équipe de cross. Un après-midi, au stade Gilmore, alors qu'il sprintait sur le terrain, un comédien nommé Joe E. Brown remarque ses qualités athlétiques et son charisme. Brown lui propose un petit rôle dans un film. Juste une brève cascade, une réception de plongeon qui a nécessité 11 prises pour être réussie. Il a gagné 150 $ pour cette journée de travail, soit le double de ce que rapporte la crosse. Ce moment unique a changé sa vie. Il obtient une carte de la Screen Actors Guild, commence à se faire appeler J. Silverheels, et en l'espace d'1 an, apparaît dans 5 films. Ce n'était pas une star. Il n'était même pas reconnu dans la rue. Mais il avait franchi un mur que peu de membres de sa communauté avaient franchi. Hollywood, cependant, n'a pas été tendre. Il travaillait comme cascadeur souvent pour moins de 20 $ par jour et faisait du transport de table la nuit pour survivre. Puis vint 1939 et son premier grand rôle au cinéma. Drums Along the Mohawk. Il est payé 350 $ par semaine, plus d'argent qu'il n'en a jamais vu. Les studios ont adoré son nom. Silverheels, disait-il, sonnait exotique, commercialisable. Ils lui ont dit de le garder. Et c'est ce qu'il a fait. Il a joué de petits rôles. Des Indiens sans nom, des guerriers en arrière-plan, des éclaireurs sans visage. Les directeurs de casting l'alignaient, l'obligeaient à se déshabiller jusqu'à la taille et jugeaient son physique comme s'il s'agissait d'un accessoire et non d'une personne. Mais Jay a tout enduré. Il se présentait, mémorisait son texte et donnait tout ce qu'il avait. En 1941, il parle enfin à l'écran. Une vraie réplique, un vrai nom. À cette époque, il est apparu dans plus de 15 films, presque toujours sans être crédité généralement en tant que scout indien ou guerrier Eondegui II. Mais il n'a jamais abandonné. Un jour, un ami lui a tendu un exemplaire de Shakespeare et lui a dit « Si tu peux lire ça, tu peux lire n'importe quoi. » J. Silverheels a pris cela comme un défi. Il ne s'est pas contenté de le lire. Il l'a étudié, l'a absorbé et l'a transposé dans toutes les scènes qui ont suivi. Car pour lui, chaque phrase prononcée en anglais, chaque rôle joué, chaque public qui applaudit, c'est plus qu'une performance. C'était de la résistance. Au début, il ne pensait pas que c'était pour lui, mais il a appris. Il a servi pendant la Seconde Guerre mondiale, mais les archives sont maigres. En 1945, il est revenu à Hollywood avec un nouveau nom, J. Silverheels, mais l'industrie n'a pas changé. Les acteurs autochtones sont toujours mis de côté au profit d'acteurs blancs maquillés.
Les rôles étaient rares, et ceux qui existaient étaient insultants. En 1946, il auditionne pour Capitaine de Castille, s'affamant pour que son costume lui aille. Le réalisateur lui a fait enlever sa chemise comme d'habitude. C'était humiliant, mais il a obtenu le rôle. Le film est un échec financier, mais il a un emploi. Pourtant, il n'est pas crédité même lorsqu'il a des répliques. Il a traversé le Sud avec son équipe de cross, où le racisme était fort et inéluctable. Les hôtels l'ont refoulé. Les restaurants ne le servaient pas. Il dormait dans des bus alors que ses coéquipiers blancs avaient des chambres. Une fois à Louisville, la police l'a menacé simplement parce qu'il utilisait des toilettes marquées « Whites Only ». Ces événements ne sont pas rares. Ils étaient constants. C'est pourquoi plus tard dans sa vie, lorsqu'il a enfin eu une tribune à Hollywood, il l'a utilisée pour se battre pour de meilleurs rôles et une meilleure représentation. Une décennie s'est écoulée avant que quelqu'un ne le remarque vraiment. Cela a changé en 1948, lorsque le réalisateur John Huston l'a engagé dans Key Largo aux côtés de Humphrey Bogart et de Lauren Bacall. Jay y incarne Tom Osceola, un fugitif emblématique. Enfin, un rôle crédité dans un grand film de studio. Le film a été tourné sur le plateau de la Warner Bros. Le tournage a duré 78 jours et la Floride a été construite dans un environnement contrôlé afin de maintenir les coûts au plus bas. Mais pour Jay, cela signifiait sortir de l'ombre, ne plus être un autre nom perdu dans le générique. 2 ans plus tard, en 1950, Jay est engagé dans Broken Arrow, un western qui se veut progressiste, mais qui n'arrive pas à se défaire de ses vieilles habitudes. Il jouait Geronimo un rôle fort, mais pas le rôle principal. Ce rôle est revenu à Jeff Chandler, un acteur blanc de Brooklyn qui s'est maquillé pour incarner Cochise. Même dans un film qui tentait de présenter les Amérindiens de manière plus équitable, Hollywood ne pouvait se résoudre à laisser les acteurs autochtones jouer le rôle principal. De vrais Apaches de la réserve de Fort Apache ont été engagés comme figurants en arrière-plan. Jay, un Mohawk canadien, a donné de la dignité à Geronimo, mais la contradiction n'a échappé à personne. Puis vint le moment qui changea sa vie et l'histoire de la télévision. En 1949, lorsque The Lone Ranger est diffusé sur ABC Silver Hills, l'emporte sur 35 autres acteurs pour incarner Tonto. Pour la première fois, un Amérindien jouait un personnage amérindien à la télévision. Pendant 2 décennies, la version radiophonique de Tonto a été interprétée par des hommes blancs comme John Todd et Roland Parker. Même lorsque les producteurs de télévision ont envisagé d'engager un acteur autochtone, ils ont hésité. L'un d'entre eux a été licencié pour avoir refusé de s'exprimer dans un anglais approximatif. Ils ont à nouveau fait appel à John Todd, avant de finalement confier le travail à Jay. À l'époque, la norme à Hollywood consistait à peindre les acteurs italiens avec de l'argile rouge du bol d'Arménie pour qu'ils aient un l'air suffisamment autochtone. Le casting de Jay a brisé ce moule. Il n'était pas censé obtenir le rôle, mais il l'a obtenu. Et cela a tout changé. Il y a toujours eu un problème avec le nom. Tonto signifie idiot ou stupide en espagnol. Silver Hills le savait. Il vivait avec. En public, il sourit. En privé, il s'en offusque. En 1957, lors d'une visite dans sa réserve natale de l'Ontario, quelqu'un l'interroge sur son célèbre rôle. Sa réponse a été rapide. « Tonto est stupide ». C'est tout ce qu'il a dit. 3 mots seulement. Mais derrière ces mots se cache une décennie de frustration silencieuse. Le nom est resté au fil des décennies, même si des groupes amérindiens ont souligné son caractère offensant. Lorsque Johnny Depp a joué Tonto en 2013, la controverse est revenue. Rien n'avait changé, et ce n'était pas seulement le nom. Jay avait la réputation de ne jamais lire son texte. Non pas parce qu'il était paresseux, mais parce que le texte était souvent un mauvais anglais raide et cassé, écrit pour avoir l'air authentique. Alors il improvisait, il l'inventait. « J'attends ici, tu vas en ville », c'est ça. Ces phrases sont restées dans les mémoires. Les réalisateurs étaient furieux. Alan Dinehart se souvient qu'un réalisateur, Wilhelm Thiel, est devenu rouge de rage et a dû être empêché physiquement d'attaquer Jay sur le plateau en 1955. Mais Clayton Moore, le Lone Ranger lui-même, a défendu sa costard. « Laissez-le jouer », disait-il.
Ça sonne plus naturel. Jay n'avait pas tort. Il savait comment les gens parlaient vraiment. Mais Hollywood n'en voulait pas. Il voulait un stéréotype. Et il a été contraint de le livrer. En coulisses, la situation n'était guère meilleure. Le budget pour chaque épisode n'était que de 12 500 $. Au début, Jay et Moore n'avaient même pas de vestiaire convenable. Ils devaient se changer dans les toilettes d'une station-service en contrebas de la route. La chaleur sur le lieu de tournage était brutale, surtout à Chatsworth, où les costumes en dime et en laine se sont transformés en four. Jay en avait assez. Un jour, il a refusé de s'habiller et est resté là à attendre. Moore l'a prévenu qu'en retardant le tournage, il risquait de perdre des emplois, mais Jay n'en démordait pas. Le lendemain, des loges privées sont apparues. C'était une petite victoire, mais elle signifiait quelque chose. Jay aurait pu accepter la célébrité. Il était devenu une star. The Lone Ranger était l'une des meilleures séries télévisées. Elle s'est classée au 7e rang des audiences de Nielsen pour la saison 1950-51 et est restée dans le top 30 pendant des années. En 8 saisons, ils ont réalisé 221 épisodes. Mais Jay n'a jamais oublié le coup. Il n'aimait pas ce que Tonto était devenu. Il n'aimait pas être l'acolyte qui parlait toujours avec des phrases brisées. Il parlait couramment, s'exprimait clairement, était vif, mais l'émission ne l'a pas laissé faire. C'est alors que survint une frayeur qui stoppa net la série. En 1955, lors d'une répétition d'une scène de combat, un cascadeur est tombé sur Jay. Moore a vu que quelque chose n'allait pas. Jay marchait bizarrement. Il l'a suivi jusqu'à la caravane et l'a trouvé en train de se serrer la poitrine. Crise cardiaque. Bien qu'il soit un athlète, un champion de crosse, un boxeur de Golden Gloves, Jay est un gros fumeur. Il a manqué 8 semaines de convalescence. Pendant ce temps, un nouveau personnage, Dan Reed, a été introduit pour combler le vide. Les scénaristes ont expliqué l'absence de Tonto en disant qu'il était à Washington pour rencontrer le grand-père blanc. Cette phrase en disait plus long qu'il ne le pensait. À la maison, Jay s'appelle Harold Smith. Il a épousé Mary de Roma en 1945 et a eu 4 enfants avec elle, Jay Jr., Marilyn Pamela et Karen. De son premier mariage avec Bobby Smith, il a eu 2 autres enfants, Steve et Gail. Il a plaisanté sur leur héritage mixte. Dans l'émission The Tonight Show, il a dit un jour qu'il avait épousé une Italienne pour se venger de Christophe Colomb et qu'il avait appelé leurs enfants des Indaliens. Mais cette plaisanterie cachait quelque chose de plus profond. Le grand-père de Jay était un chef Mohawk. Il a grandi dans la réserve des Six Nations en Ontario. La version hollywoodienne de l'Indien est très éloignée de la vérité qu'il porte en lui. En 1953, Jay Silverheels joue le rôle de Satanta, un chef Kiowa dans le film War Arrow. Il ne s'agit pas d'un rôle principal, mais il le place aux côtés de grands noms comme Maureen O'Hara et Jeff Chandler. Le tournage s'est déroulé de début mars à avril à travers l'Arizona, dans des endroits comme Nogales et Empire Ranch à Senoita, ainsi que quelques scènes à Agora en Californie. Ce qui avait commencé comme un solide western d'action a fini par être tronqué par le réalisateur George Sherman, qui a supprimé plusieurs séquences d'action et les a remplacées par des scènes parlantes qui expliquaient l'action au lieu de la montrer. Même le studio a admis plus tard que cette décision avait affaibli le film. Il n'en reste pas moins que le film comporte des scènes de cascades impressionnantes et des images en technicolor d'une grande richesse. Maureen O'Hara dira plus tard que Chandler était sympathique, mais qu'il ne l'avait pas impressionné en tant qu'acteur. Le personnage de Silverheels se situait à l'opposé du conflit central, rappelant ainsi que les rôles indigènes étaient généralement placés juste à l'extérieur du champ d'action, mais toujours présents. L'année suivante, en 1954, il joue un autre rôle secondaire dans Drums Across the River. Cette fois, il joue Taos dans un western réalisé par Nathan Duran et interprété par Audie Murphy. Le film a été tourné en Technicolor dans certains des endroits les plus pittoresques de Californie, notamment Barton Flats et Red Rock Canyon. Murphy y incarne un jeune homme qui tente d'arrêter une guerre avec la tribu Ute, tout en étant accusé d'un crime qu'il n'a pas commis.
Le rôle de Silver Hills n'était pas seulement un rôle d'arrière-plan. Son personnage représentait la voix des autochtones dans une histoire de conflits fonciers et de tensions croissantes. Le film comportait des scènes intenses à cheval des combats et ce qu'un critique a appelé une cascade de sauts de la mort qui s'est démarquée. Ce genre de scène physique était naturel pour Silver Hills, qui avait été joueur de crosse et boxeur. Maurice Ancrum l'a rejoint à l'écran dans le rôle du chef Ouray, dans une production qui a coûté environ $1 million, un gros budget à l'époque. Après que la série Lone Ranger s'est achevée en 1956 et a cessé d'être diffusée en 1957, Silver Hills a repris le rôle de Tonto dans 2 films au cinéma. D'abord The Lone Ranger en 1956, puis The Lone Ranger and the Lost City of Gold en 1958, un film de 81 minutes tourné en couleur Eastman par United Artists. Il joue à nouveau aux côtés de Clayton Moore. Le film a bien marché, ce n'est pas un succès, mais ce n'est pas un flop. Ce qui a frappé fort, c'est ce qui a suivi. Le rôle de Tonto l'a rendu célèbre, mais il l'a aussi enfermé. À partir de ce moment-là, la plupart des rôles qu'on lui propose sont des rôles de natifs similaires souvent minces et stéréotypés. C'est ce type de distribution qui a peu à peu épuisé ses possibilités. Dans les années 1960, il a continué à jouer dans des westerns et à faire des apparitions à la télévision. Wagon Train, Wanted Dead or Alive, Rawhide, Laramie Daniel Boone, The Virginian Mae presque toujours dans le même type de personnage. Même lorsqu'il a livré de solides performances, il a rarement obtenu la reconnaissance ou la variété qu'il méritait. Il a joué 3 fois dans Daniel Boone entre 1964 et 1965, dans des rôles qui ne lui donnaient pratiquement aucun dialogue. Pendant le tournage de The Lone Ranger, il gagne environ $100 000 par saison, ce qui correspondrait à environ $850 000 d'aujourd'hui. Mais cela ne représente que la moitié de ce que Clayton Moore gagnait. Cet écart de rémunération l'a suivi tout au long de sa carrière. Au cours des années 1960, le mouvement pour les droits des autochtones s'est développé. Il s'accompagne de critiques non pas de la part d'Hollywood, mais de la part des communautés autochtones. Les militants ont commencé à dénoncer le fait que les personnages autochtones comme Tonto renforçaient les vieux stéréotypes. Un chercheur a qualifié Tonto de step-in-fetchy indien, tandis que Russell Means, chef de file du mouvement amérindien, a utilisé Tonto comme une insulte à l'instar de l'oncle Tom dans les communautés noires. Silver Hills s'est retrouvé coincé entre la célébrité qu'il avait gagnée et l'image sur laquelle cette célébrité s'était construite. Il a commencé à disparaître de l'écran non pas parce qu'il le voulait, mais parce que les réseaux et les studios craignaient les réactions négatives. Même ses succès passés n'ont pas pu le protéger du changement climatique. Mais au lieu de s'effacer ou de se taire, il s'est tourné vers quelque chose de plus durable. Au début des années 1960, il a cofondé l'Indian Actors Workshop à Los Angeles. Tout a commencé au LA Indian Center, avec l'aide de Buffy Sainte-Marie Iron Eyes Cody et Rod Redwing. En 1966, il était devenu une véritable institution, organisant des cours hebdomadaires et offrant aux acteurs autochtones un lieu pour s'entraîner, répéter et développer leurs compétences. L'un de ses futurs acteurs était Michael Horse, qui joua plus tard Tonto dans La légende du Ranger solitaire en 1981 et se fit connaître pour son rôle dans Twin Peaks. En 1973, Silver Hills a déclaré que son principal objectif était de libérer la créativité dormante au sein des communautés autochtones. Il ne s'est pas contenté de le dire, il l'a construit. À la fin des années 1930, alors qu'il travaillait comme cascadeur et acteur à Hollywood, Jay Silver Hills a épousé Bobby Smith. Leur mariage s'est effondré en 1943. À la même époque, il jonglait entre un travail cinématographique instable et le service militaire pendant la Seconde Guerre mondiale. Il est souvent absent, effectuant des cascades dangereuses pour des films comme The Seahawk et Western Union, gagnant à peine de quoi vivre, soit 50 à 75 $ par semaine. Le divorce l'a éloigné de ses 2 enfants. Steve,
et une fille dont le nom varie dans les archives, tantôt Gail, tantôt Sharon. Les revenus limités de Jay, ses déplacements constants et les complications juridiques liées à son service en temps de guerre l'ont empêché de rester en contact étroit avec eux. Quelques années plus tard, en 1945 ou 1946, Jay a épousé Marie de Roma, une Italo-américaine, qu'il avait un jour plaisanté sur le fait de l'épouser, juste pour se venger de Christophe Colomb. Il appelait leurs enfants des Indaliens. Ils ont eu 4 enfants Jay Jr., Marilyn Pamela et Karen, et s'installèrent à Canoga Park, en Californie. En 1949, Jay a décroché le rôle qui allait définir son image publique, celui de Tonto, dans The Lone Ranger. Cela lui a apporté la célébrité, mais pas la fortune. À l'époque, les contrats n'offraient pas beaucoup de possibilités de rémunération à long terme, et le fait d'être si profondément catalogué signifiait que Tonto était à la fois une percée et un piège. Même après la fin de la série en 1957, il a été constamment cantonné dans des rôles qui ressemblaient à Tonto. En 1955, il est victime d'une crise cardiaque pendant le tournage et manque 8 semaines de travail, ce qui n'arrange pas ses finances, déjà mises à rude épreuve. Pourtant, Mary et lui sont restés ensemble jusqu'à sa mort, traversant les hauts et les bas d'une carrière longue et instable. Au début des années 1960, il a commencé à réfléchir à la façon dont les Amérindiens étaient représentés à Hollywood, et plus important encore, à qui pouvait les représenter. Il a commencé à soutenir discrètement un projet qui allait devenir officiel en 1966, l'Indian Actors Workshop. C'était sa façon de faire quelque chose de concret au lieu de protester de l'extérieur. Il pensait que les boycotts ne fonctionneraient pas pour les Amérindiens comme ils l'avaient fait pour les Afro-Américains, affirmant qu'un boycott des Indiens n'entraînerait pas la perte d'argent qu'un boycott des Noirs pourrait engendrer. Il s'est donc concentré sur ce qu'il pouvait contrôler, la formation. Aux côtés de Noble Kid Chisel et de William Bassett, Jay a enseigné le théâtre, la voix, les cascades et même la nutrition à des acteurs autochtones en herbe. Ils organisaient des séances hebdomadaires dans des lieux tels que le Los Angeles Indian Center et une église méthodiste d'Echo Park. L'objectif était clair, aider les acteurs autochtones à entrer à la Screen Actors Guild pour décrocher de meilleurs rôles et modifier progressivement la façon dont les studios les considèrent. Tout le monde n'a pas apprécié cette approche. Des militants comme Russell Means considéraient Tonto comme un symbole de tout ce qui n'allait pas dans la représentation des autochtones. Le personnage a été raillé comme un Indian Stephen Fetchit, et le mot Tonto est même devenu une insulte dans les cercles militants. Mais Jay est resté fidèle à sa ligne de conduite. Il pensait que le véritable changement ne viendrait pas en criant aux portes, mais en faisant en sorte que les gens les franchissent. Il a même mené une campagne épistolaire auprès du président Eisenhower, du vice-président Nixon et des principaux responsables de la télévision afin d'obtenir une meilleure représentation des Amérindiens à l'écran. L'atelier a également abordé des questions communautaires plus larges, telles que l'abus d'alcool et les soins aux personnes âgées. Il ne s'agissait pas seulement de jouer la comédie. C'était une question d'identité, de fierté et de survie. À l'approche des années 1970, Jay s'est lancé dans une seconde carrière, celle des courses de chevaux. Il obtient un permis de conduire provisoire en 1974 et entraîne des chevaux à Hollywood Park. Il aimait les faire courir autour de la piste et sa renommée a contribué à promouvoir les courses lorsqu'il est parti en tournée dans l'Est en 1973 et 1974. L'un des chevaux qui lui a été remis plus tard, Hi-Ho Silver Hills, a battu un record de piste à Los Alamitos en 1996. Mary, la veuve de Jay, et son fils Jay Jr. étaient présents pour assister à l'événement. Mais Jay était déjà parti depuis longtemps. En 1975, alors que des rôles plus sérieux et plus dignes lui sont enfin proposés, il est victime d'une série d'attaques cérébrales qui le laissent partiellement paralysé. En 1976, une autre attaque cérébrale majeure affecte gravement son élocution. Le 17 juillet,
1979, quelques mois avant sa mort, il reçoit son étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Il a assisté à la cérémonie en fauteuil roulant, entouré de danseurs autochtones. Il a à peine pu marmonner quelques mots de remerciement. C'était un moment calme et doux amer pour un homme qui avait parlé si fort par ses actions. Le 5 mars 1980, Jay meurt à l'âge de 67 ans des suites d'une attaque cérébrale et d'une pneumonie à l'hôpital de Calabasas. Il a été incinéré et ses cendres ont été ramenées à la réserve des Six Nations dans l'Ontario où il était né. Son fils Jay Silver Hills Jr. a repris le flambeau familial et s'est lancé dans la carrière d'acteur. Il est apparu dans La légende du Ranger solitaire en 1981, un film qui a connu tellement de problèmes de production qu'il est devenu un exemple à suivre à Hollywood. La voix de l'acteur principal a dû être entièrement doublée. Clayton Moore, l'acteur original du Lone Ranger, s'est vu interdire par la loi de porter le masque du personnage en public, ce qui a provoqué une tempête médiatique. Le film a fait un tel flop que sa star n'a plus jamais joué. Jay Jr. a continué à travailler pour la télévision, en essayant de suivre les traces de son père, d'être fier d'être visible et de faire pression pour que les acteurs autochtones obtiennent de meilleurs rôles. En 1966, lorsque Jay a officiellement lancé l'Indian Actors Workshop, il a déclaré que son objectif principal était d'exploiter la créativité dormante des Indiens. Cette créativité n'est pas restée longtemps en sommeil. Dans les années qui ont suivi sa mort, l'influence de l'atelier s'est fait sentir par la montée en puissance d'acteurs autochtones comme Graham Greene, qui a été nommé aux Oscars pour Danse avec les loups, et de films comme Smoke Signals en 1998, le premier long-métrage écrit, réalisé et produit par des Amérindiens. Le nom de Jay est gravé dans le béton d'Hollywood et dans l'héritage du cinéma autochtone. Il a été intronisé à titre posthume au Western Performers Hall of Fame en 1993 et au Canadian Lacrosse Hall of Fame en 1997 sous le nom de Harry Tonto Smith. Son portrait est toujours accroché au Chase Performing Arts Center de Buffalo. Son influence se retrouve dans tous les conteurs autochtones qui exigent plus que des stéréotypes et choisissent de parler, d'agir et d'écrire selon leurs propres termes. Et même s'il a dit un jour qu'il avait mal au cœur chaque fois qu'il devait prononcer les répliques de Tonto en anglais approximatif, il n'a jamais laissé l'amertume l'arrêter. Lors de l'émission The Tonight Show, en 1969, il s'est présenté sous le nom de Tonto, a regardé la caméra en face et a déclaré « Je m'appelle Tonto, je viens de Toronto et je parle espéranto ». Même lorsque les répliques n'étaient pas les siennes, Jay Silver Hills savait se réapproprier la scène.